Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Vicky Hébert qui vient nous parler du laboratoire de cyberpsychologie. Plus tard à l'émission, notre chroniqueur invité Jean-François Plouffe d'Action Autonomie viendra nous présenter un guide. Le guide s'intitule « Ma santé mentale et mes droits au travail ». À l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet sera l'homme cyborg. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec « Sur la commode » avec Volzovitch. Folie douce à 25 ans. En chiffres, ça représente plus de 700 émissions, plus de 800 participants, chroniqueurs et spécialistes démystifiant la santé mentale, plus de 1500 thématiques et facettes abordées, et tout ça lors des 25 années de diffusion à Radio Centre-Ville. C'est avec plaisir que j'accueille mon invité Vicky Hébert. Bonjour Madame Hébert. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes candidate au doctorat en psychologie à l'Université du Québec en Outaouais. C'est d'ailleurs là qu'on vous appelle aujourd'hui. On va parler ensemble du laboratoire de cyberpsychologie justement de l'Université du Québec en Outaouais. Donc, le laboratoire de cyberpsychologie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On va évidemment avoir beaucoup de minutes pour échanger ensemble, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire en début comme ça d'entretien? Oui, mais en fait, le laboratoire de cyberpsychologie a été fondé en 1991. Donc, depuis ces années-là, il y a plusieurs recherches là, qui se font évidemment pour la santé mentale. Donc, c'est un laboratoire de recherche qui utilise la réalité virtuelle pour aider les gens qui ont plusieurs problèmes là, de santé mentale. C'est surtout utilisé pour la recherche présentement. Donc, on n'offre pas un traitement spécifique, mais il y a beaucoup de traitements qui se font dans le cadre justement de certaines recherches. Et comment on peut le présenter? Je veux dire, physiquement, ça a l'air de quoi finalement le laboratoire? Ah, de quoi? Oui, en fait, le laboratoire là, c'est dans l'Université du Québec en Outaouais, donc on entre dans une salle là, qui ressemble à qui a plusieurs bureaux là-dedans, mais la grande salle là, qui est la plus impressionnante, c'est une salle avec une belle voûte. En fait, c'est comme un cube avec 6 faces. Donc, sur ces 6 faces-là, il y a des projecteurs. Donc, on peut carrément entrer dans ce cube-là et puis être dans un monde virtuel. Donc, nos pieds sont aussi là dans ce monde virtuel-là. Donc, les 6 faces qui nous entourent complètement. Donc, c'est la salle la plus, on peut dire, impressionnante du laboratoire. Est utilisée justement pour certains projets. Mais on utilise aussi beaucoup des casques virtuels qu'on appelle des vidéocasques. Donc, ça aussi, c'est très utile en tant que technologie. Là, ça dépend vraiment là avec quelle population qu'on travaille, puis quel genre d'environnement avec lequel on travaille. Certaines fois, on va utiliser cette voûte-là et certaines fois, on va utiliser aussi les casques. Oui, j'ai mal compris ce que vous dites. Le terme, là, c'est comme vous dites les cartes ou les... Oui, en fait, les casques, ça s'appelle aussi des visiocasques. Donc, c'est comme des lunettes qu'on met sur la tête, des grosses lunettes assez imposantes. Puis, on regarde justement, là, c'est comme un vidéo virtuel. On entend souvent parler de ça là récemment là, ça commence à sortir là dans les magasins justement un peu comme le Google Cardboard, Cardboard où on met justement notre téléphone cellulaire, mais cette fois-ci, bon, évidemment, on met pas le téléphone cellulaire, c'est vraiment tout dans un ordinateur, mais ça ressemble un petit peu à ça, là. Oui, et justement, quand on parle de psychologie, donc finalement, vous touchez beaucoup de problématiques ou vous essayez de rechercher justement les bienfaits de cette installation-là, du laboratoire. Est-ce que quel type de problématiques vous pouvez justement rechercher? Oui, ben en fait, surtout là, les problématiques les plus utilisées, les plus recherchées, c'est des gens qui ont de l'anxiété. Donc, on sait que ça a été prouvé efficace là, la réalité virtuelle pour plusieurs troubles anxieux, donc plusieurs phobies notamment.
Donc là, présentement, on est, en fait, moi, pour ma thèse, je cherche des participants qui ont de l'anxiété de performance musicale, donc des chanteurs qui sont anxieux face au fait de chanter. Il y a aussi plusieurs études qui se font sur la phobie des auteurs, l'anxiété sociale, la phobie de conduire, des troubles de stress post-traumatique aussi, donc pour les gens victimes de viol. Donc, ça regroupe quand même un bel échantillon, là, beaucoup une belle population là, de gens qui peuvent participer à nos recherches. Oui. Madame Hébert, dans quel sens que ce laboratoire-là, justement, cette installation-là, va plus loin que ce qui était disponible avant? Tu sais, autrefois, il y avait soit les gens rencontraient un psychologue, un psychiatre, rencontraient des thérapeutes ou des gens qui accompagnaient. Mais là, d'être dans une réalité complète, jusqu'à quel point c'est tellement beaucoup mieux ou c'est différent, justement, d'avant? Oui, ben en fait, c'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent, la réalité virtuelle, mais c'est parce que ça a plusieurs avantages aussi. Comparativement à un traitement qui se fait là de face à face avec un psychologue puis un patient, il y a plusieurs avantages, notamment si je pense à l'anxiété sociale, là, ça lève la confidentialité. Les gens, ils n'ont pas besoin d'aller sortir avec leur thérapeute, que ça soit dans un parc ou dehors ou même marcher à certains endroits. Ils font tout ça dans la réalité virtuelle. C'est plus sécuritaire aussi là pour justement la phobie de conduire que je viens de parler il y a quelques secondes. On n'a pas à aller conduire justement dans la vraie vie là avec notre auto puis le thérapeute à côté. Donc ça se fait tout en réalité virtuelle. J'avais entendu aussi là au niveau de la sécurité pour les gens qui ont des problèmes de colère, là, des colères très intenses. Ça se fait tout aussi dans le contexte de la réalité virtuelle. Fait que s'il frappe un bonhomme virtuel, ben, c'est beaucoup moins grave que de frapper un vrai individu. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à utiliser la réalité virtuelle. Donc, c'est vraiment là la raison pour laquelle c'est utilisé là de nos jours dans les traitements notamment. On voyait ça souvent dans par exemple, dans le pilotage. Tu sais, on voit les simulateurs de vol et tout ça qui sont presque réels, là, mais on s'approche presque de ça. Dans le fond, comme vous dites, tu sais, on peut conduire sans vraiment causer de dommages pour vrai, mais à ce moment-là, de venir à bout peut-être de nos problématiques là, avec cette réalité virtuelle-là. Exactement. Ça permet vraiment aux gens là de se pratiquer. Donc nous on l'utilise donc pour la santé mentale, mais c'est beaucoup utilisé aussi là pour justement les simulations de vol, d'avion. Donc c'est vraiment intéressant là. Ça a une portée assez large effectivement. Oui. Et votre travail justement comme vous faites de la recherche, c'est super motivant, c'est emballant même pour quelqu'un qui s'intéresse à la psychologie comme vous. Je pense que c'est tout à fait vous êtes tout à fait dans le bon temps dans le fond avec la technologie qui est disponible et tout ça, mais à chaque jour, par exemple, comment se passe un peu? Vous recevez des gens? Est-ce que vous voyez beaucoup de personnes? Comment ça fonctionne? Oui, je dirais en fait que ça fonctionne par vague un petit peu. Donc, il y a des moments dans l'année où il y a des recherches qui se font, puis il y a d'autres moments où il y en a un petit peu moins. Donc, ça dépend aussi d'où on est rendu, on peut dire en tant qu'étudiant. Donc, il y a beaucoup de gens qui font leur thèse de baccalauréat, des thèses de doctorat. Il y a aussi des projets qui se font au laboratoire par le directeur Stéphane Bouchard. Mais ça dépend vraiment là de la période de l'année. Il y a des périodes où c'est très achalandé. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour des rencontres, des sessions. Puis il y a d'autres périodes où ça l'est un petit peu moins. Donc ça varie aussi de la demande, ça varie des recherches selon les recherches qui nécessitent d'être faites aussi dans le domaine. À votre connaissance, est-ce qu'ailleurs que l'Université du Québec en Ottawa où vous êtes, est-ce qu'il y a d'autres genres de laboratoires comme ça qui existent? Oui, notamment à Montréal, je pourrais pas dire exactement quelle école, je me rappelle pas, là, mais quelle université en fait. Mais oui, il y a plusieurs, même dans le monde, il y a plusieurs laboratoires de cyberpsychologie qui font de la recherche sur l'anxiété. Ce qui rend unique le laboratoire de l'université ici de l'UQO, c'est que c'est la seule voûte à 6 faces
qui est consacré pour la santé mentale. Donc, c'est vraiment un beau cadeau qu'on a ici à l'Université du Québec en Outaouais. Puis, c'est pour ça que on continue à faire beaucoup de recherches avec cette technologie-là maintenant. Oui, c'est comme un vrai 360. Là. On est vraiment dans l'environnement à 6 faces, c'est-à-dire que partout où on regarde, comme vous disiez tout à l'heure, les pieds, la tête et tout, c'est vraiment ça nous enveloppe, en fait, c'est enveloppant. Là. C'est exactement ça. On est vraiment dans le monde virtuel parce que quand on rentre dans ce cube-là, on ferme le cube derrière nous. Donc, même, puis on porte évidemment des lunettes 3 dimensions pour vraiment voir la 3 dimensions dans l'environnement, mais des fois, là, même moi, quand je l'utilise, je vois pas le mur là du cube là, donc il faut quand même faire un petit attention évidemment pour pas foncer dans le mur. Ouais. Mais c'est vraiment, on oublie qu'on est dans ce cube là en fait. Pour les gens qui vont vous voir, qui ont certaines problématiques, tout ça, est-ce que vous les accompagnez par la voix, par exemple, pour pas que les gens non plus fassent une crise de panique dans le cube? Est-ce que j'imagine qu'il y a un suivi ou il y a un accompagnement? Exact. Ben d'habitude les thérapeutes ils rentrent dans le cube là avec le participant. Oui, donc ils sont pas tout seuls, ils peuvent nous voir aussi. Puis donc puis dans le fond, c'est vrai que c'est un cube, on le sait, mais quand on entre dans le cube, on voit vraiment comme la profondeur, comme si c'était justement comme si on était dehors, par exemple. On n'a pas l'impression d'être dans un petit cube là, serré là. Oui. Comme étudiante au doctorat, justement, en psychologie, est-ce que vous avez des attentes? Est-ce que, tu sais, je sais que les doctorats, c'est de faire pousser un petit peu plus loin les recherches, tout ça, mais dans votre cas, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ou que vous voyez déjà que ça rejoint, en fait, vos attentes? Oui, ben en fait, moi, puisque je me spécialise un petit peu plus sur l'anxiété de performance musicale, donc, ce qu'on peut dire sur ce sujet-là, notamment, là, c'est que il y a vraiment pas beaucoup de recherches qui a été faites dans le passé, puis encore moins en réalité virtuelle. Donc, moi, j'essayais simplement là, de démystifier là, plusieurs théories, plusieurs mythes qui entouraient là, ces concepts-là. Donc, c'est très de base, on peut dire, mais il y a beaucoup de recherches là qui poussent beaucoup plus loin là, au niveau du traitement, notamment pour la phobie des hauteurs. On fait des choses qui ne pourraient pas être faites dans la réalité. Par exemple, quand on est dans la réalité en hauteur, on ne peut pas sauter, évidemment, dans le vide. Là, parce que c'est trop dangereux, évidemment, pour la vie. Donc, en réalité virtuelle, c'est possible de le faire. On peut sauter dans un trou virtuel puis vivre réellement là, la sensation de sauter. Donc, c'est vraiment là de pousser plus loin de ce qui est possible d'être fait, là, de ce qui est possible dans la réalité présentement. Là. Mais en fait, pour n'importe quand. Là. Oui, c'est assez impressionnant vous devez même être contente de ça parce que quand vous étudiez dans ce domaine-là, tous les gens qui font de la recherche ou qui travaillent dans le domaine de la psychiatrie, la psychologie, tout ça, sont souvent très emballés par les possibilités technologiques qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Alors, j'imagine que vous devez être très contente d'être à cette époque-ci parce qu'on peut faire énormément de choses. Hein. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Même quand j'ai commencé mon baccalauréat en psychologie, fallait faire une thèse évidemment au baccalauréat. Puis je me suis tout de suite dit, c'est certain que je m'en vais faire ça au laboratoire de cyberpsychologie. C'est tellement unique, puis c'est tellement innovateur aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose de beau qu'on a. Puis en plus que la société, que les radios, que les médias sont intéressés par cette technologie-là, ben c'est exactement un très bon moment là, justement pour promouvoir cette belle technologie-là. Est-ce qu'il y a une façon de voir comment ça se passe ou même de poser sa candidature si les gens sont dans la région de l'Outaouais? Comment ça fonctionne? Oui, absolument. Donc, en fait, il faut se rendre sur le site de l'UQO. Donc, c'est le www.uqo.ca, donc uqo.ca, /cyberpsy. Donc, CYBERPSY. Donc,
c'est vraiment le site là où on peut retrouver toutes les recherches qui sont faites présentement, puis on peut également poser sa candidature là. Très intéressant. Merci beaucoup, Mme Vicky Hébert, d'avoir été des nôtres. C'est super intéressant. C'est emballant. J'ai hâte de voir. L'avenir nous réserve énormément de surprises parce que plus ça va, plus la technologie est là. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Bonne continuité avec votre projet. On s'en parlera peut-être dans quelques années. Ouais. Oui, merci beaucoup. Puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir pris le temps de faire l'entrevue aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Bonne chance. À la prochaine. Merci. Au revoir. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604. C'est maintenant le moment de notre bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Justin Malo. Bonjour. Aujourd'hui, Pierre, tu nous poursuis ça sur l'homme cyborg que tu nous avais parlé de récemment là, à l'émission. Oui, récemment aussi, j'avais commencé à la lecture d'un article qui s'appelle « Vers une nouvelle humanité hybride, l'homme cyborg ». C'est un article écrit par M. Shems Eddin Chitour. Qui parle beaucoup des problèmes éthiques que ça peut causer. Oui. C'est ce qui ressort de entre ça. Autres, oui, ce monsieur est professeur de thermodynamique en Algérie. Et à la fin, la semaine dernière, j'avais parlé d'une expérience qui avait été faite avec un type de ver de terre. Oui, c'est vrai. Avec la tête qui coupe ou quelque chose du genre. Ouais. Oui, c'est un ver, ça s'appelle un planaire. Et ce ver est particulier que si on lui coupe la tête va repousser avec un nouveau cerveau. Mais ce qu'on avait fait, c'est qu'avant de lui couper la tête, c'est un peu macabre, mais avant de lui couper la tête, on lui avait appris quelque chose. On lui avait appris, par exemple, on avait installé des plats, des grands plats, avec des morceaux de foie au centre, parce que les planaires sont carnivores. Et puis, habituellement, ces vers-là vont rester sur le pourtour des plats. Ils ne vont pas non plus là où il y a de la lumière. Mais on avait mis des morceaux de viande en plein centre du plat avec beaucoup de lumière. Et avec le temps, le ver avait appris à ses propres risques, si tu veux, ou contre sa nature, à aller vers le centre du plat. Puis, par après, on lui avait coupé la tête. Et sa tête avait repoussé et le ver, pas du premier coup, mais se souvenait, avait conservé les souvenirs de son autre tête, si on peut parler, et continuait d'aller au centre du plat, comme auparavant. Et ça laisse assez songeur. Comment faisait-il pour... Et dans le fond, on faisait ça un peu pour essayer de comprendre comment fonctionne la régénération peut-être de ce ver-là pour l'appliquer aux humains. C'est un peu ça. Peut-être? Oui. Ben, tu vas voir, je vais pas suivre l'article. Je ne veux pas te devancer. Là. Tu me devances toujours. Mais on dit, ce qui paraît étrange, croyons-nous, dans cette expérience, c'est comment la mémoire du ver a-t-elle survécu dans la tête, premièrement dans la tête décapitée, et transmise à l'autre corps, à moins que d'admettre qu'il existe le souffle divin véhiculé par des cellules aussi bien dans la queue du ver que dans la tête. La prouesse est double. Non seulement la vie n'a pas disparu, mais de plus, la mémoire est transmise sans défaillance, ce qui relance dans une certaine mesure qu'est-ce qui est inné et qu'est-ce qui est acquis. Ouais. Ça, mais il faut dire que ça, c'est seulement dans cette famille d'invertébrés, par exemple. Je ne sais pas si ça peut réussir chez les humains. Oui, je me pose la question, moi aussi. Mais écoute bien, justement à propos de tête, une tentative de greffe de tête humaine est envisagée. Le neurologue italien Sergio Canavero annonce qu'il est désormais possible de greffer des têtes humaines. Pour être plus précis, si l'on considère que le cerveau, contenu dans le crâne, est le siège de la personnalité, de la conscience et renferme ce qui rend chaque être humain unique, il vaudrait mieux parler de greffe de corps plutôt que de greffe de tête. L'auteur de l'étude écrit que les chirurgiens devront d'abord s'entraîner en réalisant des expérimentations sur des primates, voire sur des humains en état de mort cérébrale. Si tout avance comme sur des roulettes, la première greffe de tête humaine pourra avoir lieu dans 2 ans, soit en 2019, assure Sergio Canavero. Juste pour préciser, c'est le cerveau qu'on greffe ou la tête au complet? Non, lui, il parle de la tête au complet. Alors, je poursuis la lecture. Là encore, nous sommes en face d'une énigme. Quand on
décapite la tête, que devient ce que l'on appelle l'âme, ce que les religions juives et musulmanes appellent le roux. Beaucoup de tétras ou de paraplégiques retrouveront-ils l'usage de l'intégrité de leur corps? Cette expérience permettrait de déterminer plus précisément l'origine biologique de la conscience. La tentation de prolonger la vie, voire de rajeunir, va être bien grande pour ceux qui en auront les moyens. Ceci combiné à l'allongement de la durée de la vie, la mécanisation du corps et autres possibilités, ne serait-ce pas là un premier pas vers l'éternité? Il nous reste combien de temps? Secondes environ. Quelques secondes. Un cas typique sur le plan éthique serait un vieillard espérant revivre avec un corps jeune. Oui, on va poursuivre de toute façon au deuxième bloc. Hein. Encore là, il y a le côté éthique, Oui. on va sûrement en parler tout à l'heure. Donc, l'homme cyborg, demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre invité est Jean-François Plouffe d'Action Autonomie qui nous présente le guide de Ma santé mentale et mes droits au travail. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le sujet L'homme cyborg. Vous entendrez aussi en chanson la chanson du frustré de Stéphane Deslauriers et la jeunesse féline de La Bronze. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis maintenant 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. C'est avec plaisir que j'accueille Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Tu es chargé de dossiers et de communication à Action Autonomie, qu'on connaît bien maintenant. C'est bien ça. Depuis déjà plusieurs années qu'on connaît bien Action Autonomie, qui participe régulièrement à nos émissions. Tu viens nous présenter un document qui est quand même très récent, relativement chaud encore. Là. C'est un guide, en fait, Ma santé mentale et mes droits au travail. Un beau petit guide qui est vraiment, qui a l'air vraiment accessible et facile justement de lecture et tout. Donc, pourrais-tu nous en parler? Pourquoi d'abord avoir produit ce guide-là chez vous? C'est un guide qui répond à beaucoup de besoins. On recevait beaucoup d'appels de gens qui avaient des difficultés avec leur travail et des problèmes d'absentéisme ou autres qu'ils pouvaient avoir en lien avec leur santé mentale. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît le problème de santé mentale comme un handicap. Nous, on n'aime pas toujours parler de santé mentale comme un handicap, mais au fin de la Charte, c'est la même chose qu'un handicap. Et on ne peut pas discriminer quelqu'un sur la base d'un handicap ou d'un moyen pour pallier au handicap. Ce qui fait que si une personne a un problème de santé mentale, on ne peut pas la priver d'avoir un emploi, on ne peut pas la congédier pour cette raison-là et on ne peut pas lui refuser de prendre des congés de maladie, notamment. C'est un thème un peu fort, mais dans les circonstances, ça assure au moins une reconnaissance
reconnaissance, si on veut. Comment vous voyez ça chez vous, Action Autonomie? Est-ce que c'est un petit peu un terme péjoratif quand même? Oui, ça assure une protection. C'est sûr que dans des textes légaux comme ça, on utilise des formulations génériques qui sont englobantes et c'est la jurisprudence après qui fixe qu'est-ce que c'est exactement qu'un handicap. Ouais. Et il y a des gens qui sont allés contester des congédiements sur la base de la charte et qui ont eu gain de cause parce que le juge a considéré que le problème de santé mentale était un handicap, c'est-à-dire une situation qui vient entraver le bon fonctionnement d'une personne. Oui. Le guide lui-même, Ma santé mentale et mes droits au travail, comment tu pourrais nous peut-être faire brosser un peu c'est difficile à la radio, mais de montrer un petit peu ce qu'on peut y retrouver ou Il se divise en 3 blocs. Ouais. 3 blocs qui correspondent à autant de problèmes importants qu'on rencontre dans sa vie de travail. Le premier, c'est celui qui concerne la recherche d'emploi. Toute la question des questionnaires d'embauche où on demande à des personnes, avez-vous un passé en psychiatrie, par exemple? Ça, il faut savoir que c'est une question qui est illégale. On ne peut pas poser ce genre de questions-là et la personne n'est pas tenue d'y répondre. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, évidemment, si la personne en entrevue d'embauche se fait poser la question et répond « Je ne veux pas répondre à votre question parce qu'elle est illégale », ça commence mal la relation. Ça. Voilà, et c'est l'équivalent de dire « Oui, j'ai un problème de santé mentale ». Donc, c'est pas au-delà des lois, des droits et des principes. Dans la pratique, c'est des choses qui sont un petit peu difficiles parfois à appliquer. Je ne savais pas même qu'on demandait cette question-là. Les employeurs ont commencé à... C'était pas si présent que ça, me semble, avant. Il y en a, ça arrive quand même assez fréquemment. Ouais. Et ce qui arrive aussi, ce sont les questionnaires médicaux. Souvent, des gens vont passer des questionnaires médicaux une fois que, en principe, on les a embauchés. Ouais. Ces questionnaires-là ne sont pas, et ces tests médicaux-là ne sont pas nécessairement illégaux dans la mesure où ils sont liés avec l'emploi postulé. Par exemple, si je dis pas que j'ai une hernie discale et que j'applique sur un poste de manutentionnaire pour soulever des caisses de 20 kilos, ben ça se peut que j'aie un problème. Ouais. Mais par contre, si pour le même poste de manutentionnaire, on se met à vouloir connaître mes évaluations psychiatriques que j'ai passées il y a 15 ans quand j'ai fait une dépression, ben là, il y a un abus. Ouais. Donc, c'est tout ce dosage-là qu'il faut être capable de reconnaître et de éventuellement contester là, si l'employeur outrepasse ses droits. Est-ce que dans le guide, on donne des trucs ou est-ce qu'il y a des trucs, justement, qu'est-ce qu'on doit faire dans une je pense que le meilleur truc, c'est de savoir ce qu'il en est et de se comporter le mieux possible. Il y a toujours l'éternel dilemme de savoir est-ce qu'on déclare ou on déclare pas. Si on déclare, on risque de pas être retenu. Si on déclare pas puis que c'est découvert plus tard, on risque d'avoir été accusé d'avoir menti en entrevue, etc. Mais il y a des recours. Donc, il faut savoir que il y a des recours aussi face à ces situations-là. Et il faut connaître, encore une fois, le fait que la Charte interdit de discriminer sur cette base-là. Ouais. L'autre aspect, c'est les congés maladie. Une fois qu'on est en emploi, il peut arriver qu'il nous arrive un problème de santé mentale qu'on n'avait pas déjà. Les plus fréquents sont sûrement le burn-out et les dépressions, les épisodes dépressifs. Donc, il faut savoir que la loi sur les normes du travail autorise dès 3 mois de service à un employé à prendre jusqu'à 26 semaines de congés sans solde. Donc, l'employeur ne peut pas congédier la personne, même si elle est arrivée récemment. Peu importe la raison, en fait. C'est ça, exactement. Peu importe la raison. Il faut remettre un billet médical, bien sûr. Mais à partir du moment où un médecin confirme qu'on a un problème de santé, quel qu'il soit, on peut prendre ce congé-là. Okay. Dans d'autres cas, évidemment, quand ça fait plus longtemps qu'on est là, quand on est syndiqué, quand on a des assurances collectives, ben là, la réalité est différente. C'est certain que c'est toujours plus compliqué pour un problème de santé mentale de le faire reconnaître, par exemple, par un assureur, parce que il n'y a pas une prise de sang qui va le confirmer, il n'y a pas une radiographie qui va le confirmer, c'est pas un problème physique. Donc, des fois, on va être obligé de passer des contre-expertises par des médecins qui sont payés par la compagnie d'assurance. Et donc, les gens qui s'absentent pour des raisons de santé mentale ont souvent une lutte un petit peu plus intense à faire que quelqu'un qui va se blesser, qui va se fouler une cheville ou qui va se faire mal au dos. Et c'est encore le cas maintenant, parce que j'ai été témoin de ça il y a plusieurs années, il y a plus de 10 ans, de gens qui avaient un peu de difficulté. On sentait que c'était plus ardu, justement, de prouver que c'était vraiment une problématique de santé mentale, mais à ce que tu dis, c'est encore présent. C'est encore beaucoup comme ça. Il y a des maladies comme la fibromyalgie, par exemple, qu'on appelait, il y a quelques années, un mal imaginaire,
Aujourd'hui, elle est reconnue, mais elle est encore difficile à diagnostiquer. Ouais. Et évidemment, les compagnies d'assurance font le maximum pour payer le moins possible d'indemnités à leurs cotisants. Donc, il y a des expertises importantes et assez envahissantes qui peuvent se faire, et ça peut devenir pénible à certains moments. C'est un chiffre important à retenir, en fait, qu'on a droit à 26 semaines sans solde. Tu sais, les gens ne savent pas toujours, puis c'est juste après 3 mois de service. Donc et ça, c'est la loi sur les normes du travail. Donc, c'est bon pour tout le monde. Exactement. Et les gens qui sont syndiqués, c'est leur convention collective qui s'applique, mais la convention ne va jamais en bas de la loi sur les normes du travail, donc ça ne peut être que plus. C'est ça, exactement. Et le troisième aspect, c'est le retour au travail, parce que quand on a eu un problème, à un moment donné, on veut essayer de retourner au travail, et à ce moment-là, l'employeur a l'obligation de faire ce qu'on appelle, dans le langage consacré, un accommodement raisonnable à la personne. Parce que la Charte reconnaît effectivement qu'on peut pas discriminer une personne ni sur son handicap, ni sur le moyen qu'elle utilise pour y pallier. Donc, on peut, pour pallier au handicap, entre guillemets, demander, par exemple, des aménagements de tâches ou des aménagements d'horaires ou un retour progressif à temps partiel, etc. En principe, l'employeur, si cette demande-là est raisonnable, réaliste, réalisable, il devrait accepter, il devrait être tenu d'accepter ces accommodements-là de façon à permettre à la personne de vivre un succès, finalement, dans sa réintégration au travail. Il y avait une participante qui était venue ici. Il y a certains milieux qui sont beaucoup plus difficiles aussi à approcher à ce niveau-là. Tu sais, elle travaillait dans le domaine financier, bancaire et tout ça. Puis c'était toujours la performance. Puis d'avoir un retour progressif, c'est toujours un peu embêtant pour l'employeur qui veut rentabiliser, entre guillemets, son employé. C'est pas toujours évident, ça. Non, il y a des milieux qui sont plus toxiques pour la santé mentale que d'autres. Puis effectivement, la pression sur la performance, c'est ça qui amène souvent des burn-out. C'est ça qui amène des états dépressifs. Il y a aussi souvent dans ces milieux-là des problèmes de harcèlement. On prend un employé comme en grippe parce qu'on ne le considère pas suffisamment performant et on met encore plus de pression dessus dans le but plus ou moins avoué de faire en sorte qu'il quitte son poste. Et ça non plus, c'est pas légal. Évidemment, il y a des recours contre ça. Encore une fois, si les gens sont syndiqués, ils peuvent déposer des griefs, ils peuvent faire des démarches avec leur syndicat. Sinon, ils peuvent porter plainte soit à la Commission des droits de la personne, soit à la Commission des normes du travail, qui s'appelle aujourd'hui la CNESST, puisqu'il y a eu fusion autour de ça avec la CSST, notamment, puis la Commission de l'équité salariale. Mais on peut faire des démarches devant ces instances-là pour obtenir justice. C'est certain que ce sont pas des démarches faciles. La preuve est souvent difficile à faire, mais ça vaut quand même la peine de le faire si on fait face à une aggravation importante de son état de santé ou à une menace de perdre son emploi. Et du côté du syndicat, on est assez à l'aise ou on est assez ouvert en termes de défense, parce que souvent, certains syndicats sont peut-être plus performants que d'autres. Il y en a qui sont bien contents d'avoir les cotisations des membres, mais quand c'est le temps d'aller au front avec les membres, c'est toujours facile. Encore là, les activités des syndicats sont régies par des lois, par le Code du travail, et une personne qui n'est pas satisfaite du service qu'elle a reçu d'un syndicat et qu'elle peut faire la démonstration qu'il y a eu une mauvaise foi manifeste, peut invoquer le célèbre article 47.2 du Code du travail qui lui permet de prendre un recours à l'encontre de son syndicat. Ça aussi, c'est une possibilité qui existe. Encore là, c'est pas facile. Il faut aller chercher un avocat. Il faut avoir un dossier très bien monté, mais c'est une possibilité qui existe. Mais en général, je dirais que le mandat d'un syndicat, la mission d'un syndicat, c'est de défendre ses membres. Donc, on prend pour acquis que la plupart des exécutifs syndicaux vont recevoir les plaintes qui leur sont présentées, là, puis vont les traiter adéquatement. Ouais, chez Action Autonomie, vous avez plusieurs cas de défense. Vous avez une implication au niveau pour informer le public, mais aussi pour accompagner des gens. Est-ce que ça arrive souvent que vous accompagnez quand il y a des questions de travail, de droits, justement, qui sont bafoués au travail? Oui, ça arrive assez souvent. On peut pas tout faire, évidemment. On peut pas accompagner la personne autant qu'elle en aurait besoin parce que ça demande un accompagnement parfois assez intensif, mais on peut à tout le moins donner des conseils aux personnes puis leur faire prendre conscience là, de la réalité du droit qu'elles ont, ce qui n'est pas toujours le cas. Non, puis on sait que le travail, c'est la santé aussi. Là. C'est pas un cliché, c'est vraiment le cas. Quand les gens deviennent autonomes, ont un travail, sont capables de se maintenir en emploi, qu'ils aient eu ou pas des problèmes de santé mentale, on sait que c'est extrêmement important. Là. C'est la base pour le... Puis évidemment, la sécurité financière est importante
soucis. On sait que la pauvreté est un vecteur important de problèmes de santé Oui, mentale. c'est ça cause à son tour des problèmes, effectivement. As-tu quelque chose à ajouter? Il y en a peut-être une minute avant de donner les coordonnées. Puis évidemment, le guide, je pense, va être aussi disponible. On a encore une couple de minutes. C'est ça. Le guide a été lancé au mois de mars dernier. Oui. Et oui, il est disponible. On peut nous appeler à Action Autonomie au 514-525-5060 et on peut à la fois discuter avec un conseiller qui va se pencher sur la situation particulière de la personne, mais on peut aussi se procurer ce guide-là, le faire connaître dans son milieu de travail, le faire connaître dans son syndicat aussi, c'est possible, parce que les gens les représentants syndicaux sont pas toujours au courant de tout ce qui est possible de faire pour aider leurs membres. Donc, c'est un document qui s'adresse à tout le monde, puis qui vise finalement à faire respecter les droits des personnes dans leur activité de travail. Oui, j'aimerais rappeler le titre, c'est « Ma santé mentale et mes droits au travail », un beau guide coloré, attirant, qui semble vraiment concis et droit au but, en fait, qui donne vraiment des grands thèmes, mais c'est vraiment intéressant comme guide. Est-ce que tu peux nous rappeler les coordonnées? Parce que c'est la meilleure façon, je pense, de savoir comment on se procure le guide. Là, voilà. Alors, vous pouvez nous appeler au 514-525-5060 pour obtenir une copie, soit par la poste, ou encore vous pouvez vous présenter à nos bureaux au 3859 rue d'Endurant. Ouais. Et sinon, vous pouvez aussi consulter notre site Internet qui est le www.actionautonomie.qc.ca. Et il y aura non seulement le guide dont on parle, mais il y a aussi plein d'autres informations sur la défense des droits en santé mentale. Merci beaucoup, Jean-François Plouffe, d'avoir été des nôtres. Donc, tu es chargé de dossiers de communication chez Action Autonomie. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. De retour au micro avec le bloc Espresso allongé, sujet entamé plus tôt, l'homme cyborg, Pierre, et Ghislain toujours avant de nous accompagner également. Oui, la question à savoir, est-ce que l'homme pourrait devenir un jour, comme dans les science-fiction, moitié humain, moitié machine, et même devenir immortel. Et comme tu nous parlais, tu sais, des greffes et tout ça, greffes de tête, ça, on commence à être dans le côté, beaucoup de questions à se poser éthiquement. C'est pas vraiment moitié machine, mais c'est garder la vie éternelle plus qu'être une machine humaine. Ouais. Alors, je poursuis mon article écrit par M. Shems Eddine Chitour, professeur de thermodynamique algérien. Alors, la question est de savoir si la quête de l'immortalité à n'importe quel prix entre dans la mission du médecin. En fait, dans la quête de l'éternité, la solution finale serait la copie du cerveau, soit en recréant la matière grise in vitro, soit en simulant parfaitement son fonctionnement par un système logiciel et en copiant le contenu du cerveau dans ce système. Maintenant, le fameux projet Human Brain dont j'avais parlé, tu nous en avais parlé par le passé. C'est intéressant aussi. Financé par l'Union européenne, le Human Brain Project, implanté à Genève, vise à créer un super ordinateur capable de reproduire le comportement d'un véritable cerveau humain. Les chercheurs pourront ainsi mieux comprendre les maladies neurodégénératives. Le projet repose sur la création d'une simulation numérique totale du cerveau humain. Le Human Brain Project se fonde sur les recherches du neuroscientifique sud-africain Henri Markram. Henri Markram est à l'origine du lancement en 2005 du Blue Brain Project, qui a abouti sur la reproduction 3 ans plus tard d'une colonne corticale de souris, l'équivalent de 10 000 neurones. Cette opération a été réalisée à l'aide du supercalculateur Blue Gene de IBM, d'une puissance de calcul totale, tenez-vous bien, de ce qu'on appelle un pétaflop. Wow! Okay. Soit 1 million de milliards d'opérations à la seconde. C'est rare qu'on utilise ce mot-là. J'avais jamais vu ce mot-là. Je pense pas que nos ordinateurs portables sont capables de lire cette vitesse-là. Non, je pense pas non plus. Alors, ceci est suffisant pour reproduire en théorie un cerveau de rat, et c'est 200 millions de neurones, mais encore loin des 90 milliards de neurones du cerveau humain. Les chercheurs auront alors besoin d'une puissance de calcul de 1 hexaflop, c'est-à-dire 1 milliard de milliards d'opérations à la seconde. On sait que Google s'intéresse déjà à la lutte contre le vieillissement au travers du projet
Calico, dont je vous parlerai bientôt. Ouais. Monsieur Ray Kurzweil, directeur de l'ingénierie de Google et figure du transhumanisme, prédit ainsi que l'immortalité sera accessible à l'être humain dès 2045. On va être disparu probablement, en tout cas, on ne sait pas. Mais il reste... On a juste à pas dire notre âge, pour espérer qu'on vive jusqu'à ce temps-là. Non, on va être là. On va faire folie douce. Ben encore. oui, on va être rendu à... Il reste un gouffre entre un esprit humain stocké dans un ordinateur et la vision de l'immortalité communément admise. L'idée d'un corps entièrement mécanique, contrôlé par un esprit humain dans un cerveau synthétique, donnant ainsi accès à une véritable immortalité digitale, reste pour les spécialistes du domaine de la science-fiction. M. Kurzweil dit « Nous pouvons créer des corps virtuels et une réalité virtuelle aussi réaliste que la réalité réelle. » Maintenant, que deviennent l'âme et l'esprit après la mort? Effectivement. Changer de corps, changer de tête, dans tout ça, où est l'identité de l'homme? À partir du moment où nous partageons avec un exocerveau et un exosquelette, en un mot avec la machine, une partie de notre identité. Il arrive un moment où même avec les avancées du bricolage du génome par une méthode, semble-t-il, très simple, que reste-t-il de notre part d'humanité qui a mis des milliers d'années à évoluer pour finalement se faire doubler par une machine qui fait de nous un cyborg mi-homme, mi-machine? Oui. Mais ça serait plutôt la transformation complète de sa propre personne. Si tu changes complètement, plus qu'être machine, ça serait comme tu transformais ta personnalité parce que tu aurais un corps totalement différent du tien. C'est sûr. Oui. C'est pas un corps machine. Là, notre marqueur identitaire sera dilué et notre carte spirituelle, que devient-elle après la mort? Pour le père Souchon, qui est jésuite, il nous dit « Ce que nous devenons après la mort est un bien grand mystère. Le mot « après », qui suggère l'idée d'une continuité temporelle, est même mal adapté pour parler de l'éternité. Le mot « roue », dont je vous ai parlé tantôt, qui pourrait être traduit par « vent », « souffle » ou « esprit », est un mot très riche et complexe. C'est d'abord le vent, un des éléments de la nature, vent de tempête ou de brise légère, dont on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Quand il est question de l'être humain, c'est la respiration, le souffle, la force et l'énergie vitale. Et je saute à la conclusion. On nous dit Einstein a bien raison. De plus en plus, les barrières éthiques sont dépassées au nom de la concurrence. La science a une autre vision de l'homme et de sa présence sur Terre, et les chercheurs n'ont pas d'état d'âme. Cette course vers l'abîme fait que l'homme, se revenu à l'échelle des temps cosmiques, se veut un destin prométhéen. Il veut arracher le feu aux dieux, et dans son hubris, il précipitera l'humanité vers le chaos, car il fait des expériences en étant lui-même dans l'éprouvette. Si l'humanité disparaît du fait d'une catastrophe anthropique de causes multiples, comme les changements climatiques, le bricolage biologique, la Terre et l'univers ne la pleureront pas, que représentent en effet quelques millions d'années sur quelques 13 milliards d'années. Un clin d'œil. Ben oui. C'est intéressant. C'est des réflexions. On y reviendra éventuellement. Merci Pierre pour ce beau sujet. L'homme cyborg. Merci Ghislain pour ta participation également. On poursuit en musique à Folie Douce. Folie Douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce, Ghislain Malo, on va faire la nomenclature des chansons. Oui. On est habitué, je pense que les gens le savent. Oui, c'est notre bonne habitude, la tradition de fin d'émission. Alors, on écoutait en début d'émission la chanson Sur la commode. De Volzovitch. Oui, on a pu entendre Rester avec toi. Les fils du groupe Les Fils du Calvaire. Oui, dans la deuxième demi... On n'est pas supposé sacrer. Oui, c'est ça. C'est pas un objet religieux, le Calvaire. On a entendu la chanson du Frustré en deuxième demi. Oui, de Stéphane Deslauriers. Et à l'instant, la jeunesse féline. De La Bronze. Bien, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci. Merci Pierre pour ta mise en onde. Bienvenue. Et merci pour tes blocs Espresso et Espresso allongé où tu as poursuivi le sujet entamé la semaine d'avant, donc l'homme cyborg. Alors, beaucoup de questions éthiques, beaucoup de réflexions. C'est intéressant quand même d'en prendre plus sur le sujet. On a reçu en début d'émission notre invité Vicky Hébert qui nous a parlé du laboratoire de cyberpsychologie. Et en deuxième demi, notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous a présenté le guide, récent guide, donc qui s'intitule « Ma santé mentale et mes droits au travail ». Alors tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.
bop 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 do bop do bop 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 do da da bop 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 bop